bienvenue à tous à vous poser la question: comment faire pour avancer vers plus de coopération quand certaines personnalités nous en empêchent? Alors, bienvenue à tous, je suis Yanis Camus, je suis consultant, formateur, facilitateur en intelligence collective et comédien. Je vis à côté de Rennes, mais j'interviens sur toute la France. Et donc, je suis un passionné de cette notion de coopération. Pour la faire simple, j'ai créé pas mal de sociétés dans ma vie et puis j'ai été confronté à des situations de management qui souvent ont été compliquées. Alors, je suis un littéraire à la base, j'avais fait aucun cours de management et quand bien même, je pense que certains cours de management assez conventionnels, plutôt que de m'aider, en fait, m'auraient sans doute entraîné dans un mauvais chemin. Et alors aujourd'hui, on va parler un petit peu justement de management, mais aussi de pas mal d'autres choses pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de coopération et est-ce qu'il n'y aurait pas un niveau de coopération qui serait optimisé et qui nous permettrait de changer complètement la vie de nos collaborateurs et notre vie à nous-mêmes dans les organisations qu'on dirige ou dans lesquelles on est manager. Voilà, et puis il y a quand même cette question, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnalités qui nous en empêchent? Alors, petit sommaire pour commencer, voilà comment va se dérouler ce webinaire. Je vais vous parler pendant à peu près 20-30 minutes. Je vous propose de noter vos questions, soit directement dans la bonne case dans Zoho. Vous pouvez m'envoyer des questions et puis à la fin de ma présentation, je prendrai question après question et je tenterai d'y répondre le plus précisément possible. Voilà, c'est assez classique. Je vous propose donc comme sommaire qu'on définisse pour commencer de qui exactement on parle quand on dit ces fameuses personnalités qui nous empêchent d'aller vers plus de coopération. Ensuite, pour essayer de bien les comprendre, eh bien, on va faire un petit point sur pourquoi est-ce qu'elles freinent ces personnes. Après, je vous ai dit, il faudrait qu'on fasse un point sur la coopération parce que finalement, je vous ai dit être un expert en coopération, mais bon, la coopération, ça ne semble pas être une science qui est enseignée dans les universités. Donc, de quoi on parle exactement? Et vous allez découvrir qu'il y a plusieurs manières de coopérer et il y a entre autres une manière que j'ai découverte et que j'ai expérimentée qui est vraiment, comment dirais-je, optimisée et qui va vous permettre d'aller très, très loin en termes de collaboration, d'efficacité et de bien-être au travail. Et puis enfin, on se posera quand même la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement malgré la présence de ces personnalités qui freinent pour avancer malgré tout vers plus de coopération. Voilà. Alors, j'espère que ça vous convient comme sommaire, puisque c'est parti pour à peu près une demi-heure. Hop, première slide. Alors, de qui est-ce qu'on parle exactement lorsqu'on parle de personnes qui freinent? Alors, il y a plusieurs catégories, je les ai divisées en 5 catégories. Il y a ceux qui n'ont rien demandé et pour qui tout va bien. Alors, effectivement, si vous êtes manager ou dirigeant d'une organisation et que vous avez entendu un webinaire, par exemple, sur la coopération et qu'il y a possibilité d'augmenter jusqu'à 30% l'efficacité et jusqu'à 300% la qualité de vie au travail, a priori, si vous entendez ce slogan, 30% d'efficacité, 300% de qualité de vie au travail, ça devrait vous motiver à vous renseigner un petit peu sur voilà, comment ça fonctionne et comment on peut développer ça au sein de votre organisation. Cependant, vous allez vraisemblablement être confronté à des gens pour qui, globalement, ça va bien et ils n'ont pas demandé du changement parce que tout changement invite en fait à faire des efforts, en tout cas à revoir certaines habitudes. Et quand tout va bien, ma foi, quel est l'intérêt? Donc, attention à ces personnes. Je vous le dis, vous pouvez d'ores et déjà imaginer dans votre groupe, dans votre organisation, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui considèrent que globalement tout va bien, ils sont peut-être dans une forme de routine qui leur convient, et du coup, changer, non, pas d'intérêt. Donc, prenons en compte ces gens-là qui risquent de freiner. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont poser le plus de problèmes. On continue. Deuxième catégorie, c'est ceux qui n'arrivent pas à imaginer que coopérer est possible. Et d'ailleurs, peut-être que les premiers font partie de cette deuxième catégorie. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, coopérer, ça veut dire quoi? Et tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'une coopération optimale très poussée, à ce moment-là, notre cerveau ne peut pas imaginer que c'est possible. Et puis, on entend parler par nos conjoints, par nos amis, par voilà, les séries à la télé, etc. On voit bien que globalement, le monde du travail, c'est un monde difficile, que les relations au travail, elles ne sont pas simples, et du coup, avoir un supérieur hiérarchique qui nous met des bâtons dans les roues et qui ne nous soutient pas, avoir des collègues aussi qui nous mettent des bâtons dans les roues, finalement, on peut considérer que c'est normal. Et puis, de temps en temps, sur des projets,
lorsque le hasard des rencontres fait qu'il y a des personnalités qui matchent bien avec la nôtre, on peut avoir la sensation de bien coopérer. Et dans ce cas-là, on est plutôt satisfait, plutôt content. Mais ce niveau de coopération qui arrive de manière un peu spontanée, en fait, il n'est pas du tout optimisé. On peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, ben, on ne peut pas le savoir. Donc, ces deux premières catégories de personnes sont vraiment importantes et il faut les prendre en compte. C'est les personnes qui ne savent pas en fait que ça peut exister. Alors, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes pour les embarquer dans notre aventure. Mais on va se concentrer maintenant sur la troisième catégorie de personnes. Ce sont les sceptiques, les réfractaires au changement et les critiqueurs. Alors, ce n'est pas tout à fait la même catégorie, c'est un peu deux sous-catégories. Les réfractaires au changement peuvent être des personnes alors qui ressemblent un petit peu à la première catégorie, mais là, ils sont vraiment ancrés dans leur quotidien, ils ont besoin de repères. Et donc, comme ils ont peut-être vécu déjà des changements ces dernières années, bah là, s'ils sont dans une phase de leur vie professionnelle où ils ont leurs repères, où les process sont à peu près clairs, même s'ils dysfonctionnent parfois, bah finalement, ces gens-là peuvent être réfractaires effectivement au changement. Et puis l'autre catégorie, les critiqueurs, ce sont les personnes qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, leur cerveau est concentré sur rechercher toutes les failles du système. Et donc ces personnes-là, non seulement elles sont capables aujourd'hui de critiquer votre système, et ça c'est plutôt pas mal, hein, ce sont des personnes qui vont avoir un regard très aiguisé et très intéressant sur comment fonctionne votre organisation et tous ces dysfonctionnements. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Par contre, là où c'est moins intéressant, c'est que ces personnes-là polluent l'ambiance. Généralement, ils sont très négatifs et ils diffusent une énergie absolument désagréable dans l'organisation. Alors, c'est dommage parce que finalement, leur compétence, qui est de voir toutes les failles, elle se transforme en quelque chose de négatif, alors qu'elle pourrait être au service de l'amélioration. Et ça pourrait nous aider énormément. Pareil, on va voir tout à l'heure comment faire pour utiliser de manière intéressante les sceptiques critiqueurs et les rendre plus positifs et les faire entrer dans notre aventure de coopération. Alors ensuite, il y a deux autres catégories qui sont aussi intéressantes et à dissocier de celles qu'on vient de voir. Ce sont les compétiteurs qui préfèrent gagner seuls. Alors là, ça va devenir compliqué. Si vous avez dans votre équipe des gens qui n'ont pas cette sensibilité au travail en équipe, qui sont basés très fortement sur la performance, mais leur propre performance individuelle, et qui n'ont que faire de marcher sur la tête des collègues pour pouvoir avancer, là, vous allez avoir un petit peu plus de mal à faire entrer ces gens-là dans l'aventure de la coopération. Et enfin, vraisemblablement, la catégorie la plus compliquée à gérer quand on est un manager ou un dirigeant, ce sont les obstructeurs qui adorent les jeux de pouvoir. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas conscients en fait de ce qu'ils mettent en place. Et donc, ça donne aussi des relations très compliquées. Lorsque vous êtes manager ou dirigeant, vous pouvez avoir l'impression parfois d'être confronté à des personnalités très fortes qui, en réunion, vous sabotent le travail lorsque vous avez l'impression d'apporter quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau. Eh bien, vous pouvez avoir ces personnes face à vous qui vous empêchent d'avancer et de manière généralement assez brutale et vous le sentez de manière pas constructive. Et là, on fait la différence entre les critiqueurs, par exemple, et puis les obstructeurs. Le critiqueur, lui, son but, c'est pas de prendre le pouvoir sur vous, c'est juste de vous faire part de tous les problèmes de l'organisation. Donc, en termes d'énergie, il diffuse une énergie plutôt négative et désagréable, mais pas forcément très confrontative. Alors que l'obstructeur, lui, il prend le pouvoir, il impose ses idées, il essaye de mettre en place des stratégies pour chanter la direction ou la hiérarchie. Et puis, pas forcément pour faire avancer ses idées, parce que parfois, il peut avoir des obstructions de principe. Donc, il va dire non, mais il n'y a pas de proposition en face pour avancer vers quelque chose qui lui conviendrait mieux. Il n'y a même pas ce début de réflexion, puisqu'en réalité, son objectif au moment où il pose l'obstruction, c'est de gagner un jeu de pouvoir, un peu comme le compétiteur. Voilà. Alors maintenant, j'espère que vous voyez parmi vos collaborateurs un petit peu comment les classer. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on avance vers la suite pour comprendre un petit peu cette histoire de coopération, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand je vous parlais d'une coopération optimisée, en fait, il va falloir qu'on agisse sur 3 niveaux. Premier niveau, une meilleure répartition du pouvoir avec un nouvel organigramme. Donc ça, c'est le niveau systémique. Ce niveau-là, il est
souvent méconnue. Et je pense qu'on est assez peu de consultants à bien maîtriser cette donnée-là. Et c'est dommage parce que, selon moi, c'est la donnée la plus importante. C'est-à-dire que si on change, si on modifie une organisation, un système, finalement, les relations à l'intérieur du système vont pouvoir se développer différemment et évoluer. Et ça, sans demander forcément aux êtres humains de faire d'énormes efforts, simplement en incluant des petites modifications systémiques. Voilà. Et alors, comment on va faire? Ben, ça, je vais vous le dire un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais une manière de faire ça, en fait, c'est de faire vivre une expérience. Et finalement, toutes les personnes qu'on a vues tout à l'heure, si on les invite à vivre une expérience en leur disant, écoutez, on ne va pas vous imposer quoi que ce soit, on a juste envie de tester quelque chose. Et puis, on va vous donner la parole à la fin pour dire s'il serait valable de continuer l'expérience et peut-être même de l'implémenter de manière durable, mais idéalement, on ne parle même pas de ça au début, ou bien si non, non, l'expérience n'est pas concluante et puis on laisse tomber, on revient un petit peu à nos habitudes d'antan. Voilà. Donc, je vous disais, premier axe sur lequel on va pouvoir travailler, et je vais développer dans un instant, c'est le nouvel organigramme, c'est la nouvelle organisation et des petits points de détail, mais qui n'en sont pas. Deuxième point sur lequel on va pouvoir axer le changement, ce sont les décisions. Alors, souvent dans les organisations, j'entends mes clients me dire, Yanis, nos réunions sont généralement assez désagréables, pas très productives, et puis surtout, on ne sait pas comment prendre les décisions. Alors souvent, on cherche un consensus, mais les personnes qui bloquent, finalement, puisqu'elles bloquent, elles nous empêchent d'aller vers le consensus, donc elles nous empêchent d'aller vers la décision, donc elles nous empêchent d'avancer. Au final, qui est-ce qui prend le pouvoir? Ce ne sont pas les personnes qui font preuve d'esprit constructif et de proposition, mais ce sont les personnes qui posent les obstructions. Voilà, qui posent les freins et qui disent non, c'est pas possible, non, je ne veux pas, non, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché, donc on ne va pas retenter, même si ce qui est proposé n'est pas vraiment ce qu'on a déjà essayé. Donc finalement, les personnes qui prennent le pouvoir dans ce type de réunion mal animée, ce sont les obstructeurs et toutes les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est assez terrible. Du coup, le changement, il est quasi impossible. Et puis, ben, donc, on va voir dans un instant comment prendre les décisions par consentement pour que vraiment ça change. Et puis enfin, troisième axe, la nouvelle posture managériale dite soutenante, ou on pourrait l'appeler aussi coopérative. Si on travaille simultanément ou en parallèle sur ces trois axes-là, on va voir se développer à l'intérieur de l'organisation un niveau de coopération qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous connaissez, sauf si vous êtes déjà dans une organisation qui a entendu parler de sociocratie, d'holacratie, de gouvernance partagée, de gouvernance organique, cellulaire, et j'en passe et des meilleurs, qui vous donne déjà cette expérience. Voilà. Et en fait, si je suis face là aujourd'hui à des experts d'usage de ces modes de gouvernance, vous savez exactement de quoi je parle, puisque vous avez déjà vécu votre transition. Alors, ça n'empêche pas, là j'ai accompagné un client dernièrement qui m'a dit, écoute, ça fait maintenant, je crois que c'est 5 ans ou 6 ans, qu'on a mis en place un mode de gouvernance coopératif au sein de notre organisation, et il y a tout le temps des gens qui bloquent. Alors, comment ça se fait et comment on les embarque dans notre truc? Parce que c'est terrible, il y a vraiment des tensions à cet endroit-là, alors que finalement, le système qu'on a mis en place, tous les gens qui l'ont accepté le vivent très bien, on avance, on a chanté tout un tas de jeux de pouvoir, etc. Mais finalement, ce qui freine encore aujourd'hui, malgré cette expérience, on ne sait pas comment les embarquer. Généralement, les règles que je vais vous partager aujourd'hui n'ont pas été respectées lors de l'implémentation de ce système d'organisation. Donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous partager mes trucs et astuces qui vont vous permettre, dès le départ, de partir sur de bonnes bases. Parce que même si le système que vous mettez en place est génial, si vous n'utilisez pas la bonne méthode pour le mettre en place, vous allez créer des frustrations, vous allez créer des freins, et puis au final, vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Alors, on continue pour voir justement, je vous ai fait une promesse, c'est de voir comment on va pouvoir gérer le changement malgré la présence de ces personnes. Et je vous ai dit le nouvel organigramme. Donc, premier axe de travail, comment améliorer la coopération au sein de notre organisation en travaillant sur l'organigramme. Là, je vous ai dessiné une organisation classique en noir, tous les petits bonshommes. C'est une organisation pyramidale absolument classique. Et sur l'image de gauche, là, on a un personnage qui est face à une organisation pyramidale classique.
là, je m'inspire de la sociocratie, en fait, pour vous parler de ça. La sociocratie, elle apporte quoi? Elle apporte ces fameux cercles. Voilà, la notion de cercle dans une organisation pyramidale. Alors, dans un premier temps, vous risquez de voir que ce n'est pas forcément révolutionnaire, mais il y a des petits éléments qui vont absolument tout changer. Alors, dont un élément, oui, qui n'est pas sur le document, il faudrait que je le rajoute, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. On va prendre le cercle du dessus. Ben, en fait, ça peut vous faire penser à un comité de direction. On a le big boss ou la big boss tout en haut, et puis les directeurs adjoints juste en dessous. Généralement, ça s'appelle un comité de direction. Et puis, vous voyez que chaque directeur a son propre service, et chaque responsable de service a en dessous de lui encore des collaborateurs. Eh bien, on va imaginer effectivement créer des cercles. Et alors, en fait, cette notion de cercle, ça, c'est très inspiré de la sociocratie. Ce sont des réunions régulières. Alors, par exemple, un CODIR, ça peut être une fois par semaine, mais généralement, un CODIR, une fois toutes les 3 semaines ou 4 semaines, ça peut suffire, puisqu'on parle des grandes décisions stratégiques de l'organisation, et que là, on est sur du stratégico-politique, qui fait que normalement, on n'a pas besoin de se retrouver toutes les semaines, on n'est pas sur de l'opérationnel, et du coup, on peut comme ça garder du temps pour d'autres choses, mais éviter de faire des réunions à tout bout de champ. Après, ça dépend de l'historique un peu de chaque organisation. Mais il est important de dissocier dans ce que je viens de dire le stratégique, le politique et l'opérationnel. Voilà. L'opérationnel, effectivement, pour ça, on a besoin de réunions régulières pour se mettre d'accord, pour avancer. Sur le stratégique, on a généralement besoin d'une réunion mensuelle, ça suffit. Ce ne sont pas des choses à traiter dans l'urgence, puisque ce sont les améliorations stratégiques à moyen et long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cercle? Eh bien, un cercle, c'est une réunion, on va dire, mensuelle, par exemple, dans laquelle on va se concentrer uniquement sur les propositions donc, stratégiques ou politiques, d'accord, donc de changements importants, soit pour l'organisation si on est en CODIR, soit si on est dans un cercle en dessous, eh bien pour le service concerné. Et comme vous pouvez le voir, alors un cercle, c'est une réunion dans laquelle on ne va faire que prendre des décisions stratégiques. On va voir comment dans un instant, mais là je me focalise sur la partie organisationnelle et la partie structurelle et organisationnelle. Dans chacun des cercles, on ne va faire que prendre des décisions stratégiques. Généralement, en 1h30, 2 heures de réunion, on va pouvoir prendre entre 2 et 3 décisions stratégiques. Chacun des membres de ce cercle va pouvoir apporter des propositions stratégiques. Ça, c'est une chose qui est hyper importante. Dans les organisations, souvent, c'est la hiérarchie qui fait des propositions de changement, et puis les échelons inférieurs ont l'impression un peu de devoir souvent gober les idées du chef, et c'est là que les jeux de pouvoir se mettent en place, parce que les personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la proposition, eh bien, ils sont en train d'improviser, de découvrir cette proposition, et ça ne leur convient pas à plein d'égards. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il y a les obstructeurs, il y a les critiqueurs, il y a les compétiteurs, il y a ceux qui ne veulent pas de changement. Donc, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, une des premières règles, c'est leur demander leur avis et leur donner le pouvoir de faire des propositions eux-mêmes pour améliorer le travail au sein de notre service. Donc, on va éviter de faire en sorte que ce soit systématiquement le chef de service qui fasse des propositions, mais on va conférer une forme d'autonomie au service en disant, voilà, on a des grands objectifs à atteindre, ok, mais sur la manière de les atteindre, c'est le service qui est autonome et qui doit s'auto-organiser. Donc, le chef de service va s'empêcher, s'il est très proactif et qu'il a toujours plein d'idées, va s'empêcher de faire trop de propositions pour laisser ses collaborateurs faire des propositions de changement. Et ce n'est pas du tout la même chose lorsque la proposition vient du bas du cercle plutôt que lorsqu'elle vient du haut. Et puis, on va utiliser un process, j'en parle dans un instant, c'est la prochaine slide, un process pour prendre les décisions par consentement. Alors, il y a une chose que je n'ai pas montrée sur ce visuel-là, et c'est bien dommage, il faut que je la rajoute, c'est le petit point jaune. En fait, vous voyez en rouge que dans un cercle, il y a le manager, d'accord? Quel que soit le cercle qu'on voit là sur le dessin, il y a systématiquement un manager, et vous voyez qu'il est dissocié de l'animateur. Donc, une première des règles qu'on va mettre en place, c'est que la personne qui anime ces réunions n'est pas le manager. En fait, on s'est rendu compte que ça fait tout simplement trop de pouvoir entre les mains de la même personne, et qu'il est bon de dissocier le rôle de manager et le rôle d'animateur. Pendant cette réunion, la personne qui aura le pouvoir à proprement parler n'est pas le manager, c'est l'animateur. Il aura
un pouvoir bien spécifique. C'est le pouvoir, non pas d'imposer ses idées, mais de faire en sorte que la parole soit bien répartie entre les personnes du cercle. Voilà. Et donc, un bon animateur, moi j'adore quand je forme des animateurs, c'est leur dire, vous serez un bon animateur quand vous serez capable, quand vous aurez la posture juste, de pouvoir couper votre manager qui peut-être veut trop parler, veut donner trop d'idées, et que vous lui direz, merci Martin, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre parce que là, ça fait 2 minutes déjà que tu parles, et j'aimerais bien entendre ce que les autres en pensent. Voilà. Ça, c'est une qualité très importante chez un animateur coopératif de cercle ou de réunion, par ailleurs, d'équipe. Donc voilà, première chose, on va dissocier. Deuxième chose, vous voyez en bleu, donc les 4 petits bonshommes de couleur, là dans mon cercle du bas, les petits ronds, on voit le manager, on voit l'animateur, on voit le secrétaire. Donc le secrétaire, lui, sa mission, c'est simplement, c'est très simple, hein, c'est de consigner les décisions prises au final dans un document qui va être en ligne et qui va être partagé avec l'ensemble de l'organisation. Parce que dans cette organisation, on va mettre en place la transparence au plus haut point. Alors on va respecter les règles RGPD par exemple et autres qui nous empêchent de donner un certain nombre d'informations sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. On va respecter les lois, mais sinon, toutes les décisions stratégiques qu'on va prendre dans un cercle seront mises à disposition de tous les autres cercles. Et donc, il n'y a plus de choses un peu cachées, voilà, qui font qu'on va créer de la méfiance dans les équipes, etc. Tout sera ouvert et clair. Et puis enfin, et c'est là où j'aurais dû mettre mon petit bonhomme jaune tout en bas, en fait, c'est la notion de second lien. Alors, le second lien, c'est quoi? Et là, c'est une forme très importante pour changer vraiment la systémie organisationnelle de votre organisation. Eh bien, on va créer ce second lien. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être élue pour participer aux réunions de prise de décision stratégique du cercle d'au-dessus. Si bien que si vous regardez le cercle du bas, tout en bas, là, et un des collaborateurs, bien sûr, il participe aux réunions de cercle de son cercle, il va prendre part aux décisions que va prendre son cercle, mais il va accompagner son chef dans les décisions, dans les réunions de prise de décision du cercle du dessus. Et là, ça va tout changer parce que finalement, cette espèce de sensation qu'on a que la hiérarchie a un pouvoir sur nous, etc., là, on a un de nos collègues qui va, avec notre chef, aller dans le cercle du dessus. Et donc, le cercle du dessus ne pourra rien nous imposer, puisque ce collègue qui est avec nous aura le pouvoir d'objection. Attention, objection, pas obstruction. C'est des choses très différentes, et je peux développer ça peut-être un petit peu tout à l'heure au travers de vos questions, si vous en avez, sur cette notion qui est un peu complexe, mais qui est importante à maîtriser. Et du coup, voilà, on va créer cet ensemble coopératif en respectant toutes les règles que je viens de vous donner. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou sur lesquelles vous aimeriez revenir, à me poser des questions dans le chat. Je continue avec le deuxième axe. Comment faire pour prendre des décisions ensemble? Eh bien, on va utiliser cet outil qui s'appelle la décision par consentement. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'aurai pas le temps, j'ai plus que 5-10 minutes pour cette présentation. Donc, je vous la fais rapide, mais ce que vous voyez en tout cas, c'est que les choses sont séquencées. On a globalement 6 séquences pour clarifier les choses. En fait, c'est un outil donc, qui vient également de la sociocratie, qui est absolument génial, qui change absolument tout dans un groupe, parce que plus personne va pouvoir imposer quoi que ce soit aux autres. Voilà. Et les décisions qui seront prises seront portées par tous les membres du groupe. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire de manière magique, en 2 coups de cuillère à peau. Il va falloir un petit peu de temps, il va falloir que les gens s'approprient cet outil, que les gens fassent confiance à l'outil. Et donc, dans la mise en place, ce que je propose moi à mes clients, c'est de l'expérimenter une fois sur un sujet qui n'est pas forcément extraordinairement important, pour que les gens entrent tranquillement dans cette méthode, en fassent l'expérience, et puis à la fin, on leur dit, voilà, comment vous avez vécu la chose? Et si vous l'avez bien vécu, est-ce que ça vous dirait que sur un sujet peut-être un peu plus important, on retente l'expérience? Et on leur demande leur consentement, là aussi. Donc, si quelqu'un, parmi les critiqueurs, les obstructeurs, etc., a une objection, eh bien, on va lui dire, et regardez, le traitement des objections, c'est la phase 5, en fait, de notre méthode. On va lui dire, OK, tu n'as pas envie d'y aller, très bien, pour quelle raison? Et on va, avec lui, creuser cette notion d'objection, parce qu'il y a de bonnes objections qui sont raisonnables, et du coup, celles-ci, il faut les prendre en compte. Et puis, il y a un tas d'objections qui ne sont pas raisonnables, qui sont très subjectives, et la personne n'en a pas conscience. Alors, quand on est spécialiste comme moi
de cette notion de coopération, de sociocratie et d'objection, eh bien, on a tout en tête, on sait dissocier les choses et on va amener les gens à comprendre ce qui se passe dans leur propre tête et à comprendre qu'il y a certains comportements ou certaines objections qui ne devraient pas être valables. Voilà, parce que sinon, elles nous entraînent et elles nous font rester à un niveau de coopération très faible dans lequel c'est les jeux de pouvoir qui gouvernent et donc c'est plutôt les gens qui posent des obstructions qui ont le pouvoir et toutes les personnes qui sont constructives et qui veulent aller de l'avant et qui vont pouvoir permettre à l'organisation d'aller vers du mieux, eh bien ces personnes-là n'ont aucun pouvoir ou très très peu. Il faut qu'elles se mettent à jouer, elles aussi, à des jeux de pouvoir, etc. Et ça devient absolument abominable. Et du coup, vous l'avez sans doute vécu, moi je donne souvent cet exemple, c'est une époque de ma vie où je ne connaissais pas tout ça, et je passais mon week-end à tondre ma pelouse, et pendant que je tondais ma pelouse, le samedi, je pensais à ma réunion du lundi matin, ma réunion d'équipe, où je me disais, mais comment je vais faire pour que ça fonctionne, pour qu'on avance, alors que je sens qu'il y a plein de tensions, plein de gens qui refusent toujours d'avancer, et je suis coincé, même si je vois bien qu'il y en a certains qui aimeraient, mais systématiquement, et parfois ça tourne, hein, ce n'est pas toujours les mêmes, il y a des gens qui bloquent et on n'avance pas, on n'arrive pas à coopérer. Avec cette méthode, on va pouvoir noter sur un tableau les objections en les valorisant, en disant, OK, elles sont toutes bonnes à prendre. Cependant, il y a de bonnes objections, il y en a de mauvaises. Et donc, avec les personnes, on va collectivement comprendre lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises. Et à terme, le fait d'utiliser cet outil régulièrement, ça va permettre aux gens de refaçonner dans leur esprit leur manière de se positionner et de dire un non, une objection claire. Et à terme, vous allez avoir des gens qui ne poseront plus que de bonnes objections parce qu'ils auront la capacité dans leur cerveau directement à se dire ah j'ai pas envie de faire ça, mais ah ouais, c'est une objection non raisonnable, donc je la laisse tomber et je donne mon consentement et on avance. Voilà. Et alors pour l'avoir expérimenté, au bout de quelques mois d'expérimentation de cet outil, on va, mais alors terriblement vite, et ça change absolument tout. Même chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, je lirai ça tout à l'heure. J'avance vers le troisième axe qui est la posture managériale. Alors, on va demander, et lorsque j'accompagne mes clients, je leur propose de travailler sur 3 axes. Chaque manager va être invité, d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, à ne plus animer les réunions. Ce n'est pas toujours facile parce que si c'est le manager qui se forme aux techniques d'animation coopérative, ma foi, au début, c'est lui qui va animer de manière coopérative ces réunions. Et déjà, ce sera un gros plus. Mais à terme, le plus rapidement possible, l'idéal, ce serait qu'il permette à un membre de son groupe de se former lui-même. Alors, soit c'est le manager qui le forme, soit il l'envoie en formation. Soit le top, c'est d'animer une formation pour l'ensemble de l'équipe. Et en fait, on fait tout ça ensemble. On va demander à l'équipe qui est le plus à même pour être pendant 1 an l'animateur de ce groupe. Et on le sait, ce ne sera pas le manager. Donc, il faut que le manager accepte ça quand même. Hein. Et il y a un certain nombre de managers un petit peu old school qui considèrent que ben non, ça fait partie intrinsèque de leur job de manager que d'animer les réunions. Et donc, il faut apprendre à lâcher là-dessus. Je peux vous dire, ce n'est pas simple. Hein. J'ai fait ce travail. Laisser l'animation à un petit jeune de 25 ans qui vient d'arriver dans la boîte, même si on a senti qu'il a une appétence pour l'animation, il a quelque chose, un bon feeling, il passe bien, quand on est manager et qu'on a quasiment 2 fois l'âge du jeune en question, ça fait un petit peu bizarre, par exemple, de se faire recadrer ou de voir que non, il ne me donne pas la parole systématiquement quand je veux la prendre. Donc, il y a vraiment un travail sur la posture du manager. Ensuite, un autre endroit où le manager doit travailler, c'est passer de la posture de surveiller. C'est un petit peu le petit chef, le manager flic qui vient vérifier, qui n'a pas forcément toujours confiance dans ses équipes et qui va mettre en place tout un tas de systèmes pour fliquer, vérifier. Il faut dire les choses, oui, fliquer. Alors, on le fait souvent avec une bonne intention parce qu'on veut atteindre nos objectifs, on veut que ça se passe bien, mais n'empêche que vous-même, si vous avez dans votre vie eu un tel manager, c'est absolument insupportable. Vous êtes infantilisé par cette personne qui vient passer derrière vous pour vérifier si vous avez fait vos devoirs. C'est un peu papa et maman qui vient vérifier si vous avez bien fait vos devoirs. Donc, c'est assez difficile à vivre et puis ça ne va pas permettre aux gens d'être dans une posture de leadership à l'endroit où ils sont dans l'organisation. En fait, ce qu'on cherche, c'est n'avoir que des leaders, que de développer le leadership de chacun. Donc, pour ça, il faut que le manager passe de surveiller à veiller sur. Et ça, c'est un changement de posture qui est absolument
drastique et assez dingue. Certains managers, moi je trouve, les managers qui, dans un système assez classique, s'y prennent le mieux. J'ai quelques exemples là, chez des clients ou des amis qui me racontent un petit peu ce qu'ils vivent dans leur boîte. Les meilleurs managers, ils ont déjà naturellement cette posture. C'est-à-dire que je veille sur mon équipe et je veille y compris sur les personnes qui me semblent parfois être de mauvaise foi, les obstructeurs, tous les gens qui me posent problème. Je ne me mets pas en confrontation avec eux, mais je me mets dans une posture de veiller sur eux. Donc, je me mets plutôt en position basse, en fait, et je suis là pour les soutenir, pour faire en sorte qu'ils puissent euh, faire leur travail du mieux qu'ils pourront. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec la posture de surveiller. Et puis enfin, on va travailler sur la main de fer dans un gant de velours. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la main de fer, les managers doivent être très concentrés sur les objectifs. Ça, généralement, ce n'est pas trop un souci. Mais ça veut dire aussi qu'on ne lâche rien et que si mon équipe a tendance à m'emmener, à m'entraîner vers des choses où on ne va pas être sur nos objectifs, on ne va pas les respecter, eh bien, charge à moi de redresser un petit peu la barre et de dire, attendez, je vous rappelle que les objectifs sur lesquels on s'était fixés, c'était ceux-là. Et donc, il ne faut pas y déroger. À moins que les objectifs n'aient pas été bien fixés, et puis, bien sûr, on peut retravailler dessus. Mais sinon, on ne va pas laisser inconsciemment un groupe s'éloigner des objectifs. Mais la manière dont on va faire ça, c'est qu'on va utiliser notre main de fer dans un gant de velours. Et le gant de velours, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on est concentré sur les besoins des personnes. C'est cette notion de veiller sur. Dans combien d'organisations j'entends des gens se plaindre parce qu'on leur donne des ordres et qu'en fait, on ne leur donne pas les moyens. Alors, comment vous faites? Quand vous travaillez 35 heures semaine et qu'on vous donne du boulot pour 70 heures, comment vous faites? Ben, généralement, vous tombez en burn-out au bout de quelques temps. Voilà, parce que vous avez envie les gens ont envie de bien faire leur boulot. Mais si on les met dans des situations où on ne leur donne pas les moyens, alors ils vont perdre leur temps autour de la machine à café, à critiquer la hiérarchie, qui demande tout et qui ne donne rien, à critiquer les moyens qui sont mis à leur disposition, etc., etc. Et toute l'énergie positive s'en va, il n'y a pas de propositions qui sont faites, et en fait, on est en train doucement de créer de l'obstructeur. Voilà. Et on ne se rend pas compte que le jeu de pouvoir, c'est nous qui l'avons imposé au départ. Donc voilà, c'était les 3 clés sur lesquelles je propose de travailler pour améliorer la coopération. Mais enfin, dernière partie, et là, il va me rester quelques minutes avant de prendre vos questions et de tenter d'y répondre. Je regarde, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc peut-être que c'est très clair, mais peut-être aussi que vous allez prendre le temps juste après d'en écrire. Alors, comment on peut faire concrètement? Parce que c'était un peu ça ma promesse avec ce webinaire, c'était vous donner des choses concrètes à mettre en place pour permettre de travailler en mode coopératif avec ces personnes qui freinent. Eh bien, il faut commencer avec celles et ceux qui sont intéressés. Parce que je vous ai dressé la liste de ceux qui freinent tout à l'heure, mais en fait, je ne vous ai pas parlé de tous les autres. Souvent, ceux qui freinent attirent notre attention et donc, on ne voit plus les autres. Mais en réalité, il y a plein de personnes qui ont envie de coopérer. Il y a plein de personnes qui ont envie de vivre cette aventure incroyable, qui est d'arriver au boulot avec la banane, de repartir avec la banane, d'avoir limite pas envie de repartir du boulot tellement c'est intéressant ce qu'on fait là, d'avoir un travail en équipe où on a l'impression d'être au service d'un beau projet et de contribuer, d'être utile. Chacun d'entre nous, lorsqu'on a été embauché dans notre société, quel que soit le boulot, y compris un boulot voilà, qui n'était pas du tout une passion pour lequel on s'est engagé simplement en se disant, bon, là, je vais gagner de l'argent. Eh bien, chacun d'entre nous, le premier jour où on a été embauché, on avait cette envie d'être utile. Alors, il faut absolument que l'organisation puisse permettre ça. Vous allez être concentré sur les gens qui sont positifs, qui ont envie d'aller vers la coopération, et en fait, ça va être votre base de travail. Voilà, donc ne les oubliez pas. Deuxième point, je vous invite à faire vivre une expérience coopérative sur un projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une prise de décision par consentement, à faire vivre dans votre équipe, parce que là, il y a peut-être un point un peu critique, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ou vous sentez que c'est important, vous voulez que vraiment tout le monde porte cette décision, et surtout, vous avez compris que si vous imposez, en tant que manager ou en tant que dirigeant, une décision, en fait, elle n'est jamais vraiment suivie avec cœur, et chacun de vos collaborateurs ne va pas
la suivre à 100% en fait, parce que les gens se posent plein de questions, ils ont des freins, etc. Donc là, si on veut lever tous les freins, eh bien, on va utiliser la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle la décision par consentement. Et donc, on va faire vivre une expérience coopérative sur un projet. Et puis, au terme de cette expérience, on va passer à la 4e proposition que je vous fais, c'est demander leur consentement aux gens pour aller plus loin. On va leur dire, voilà, vous avez vécu cette expérience, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là, on est vraiment prêt à tout entendre, les critiques négatives, les critiques positives. Et après, ensemble, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, si j'interviens en tant que consultant externe, par exemple, eh bien, je vais dire aux gens, écoutez, moi, je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Et puis, on va élaborer collectivement une proposition pour se dire comment on souhaite aller plus loin. Et puis après, on va demander leur consentement à chaque personne. Alors, quand on est dans une très, très grosse organisation, c'est plus compliqué, forcément. Il faut de la méthode. Mais l'idée, c'est ça, c'est de ne rien imposer aux gens et de leur dire, voilà, vous expérimentez d'abord, et ensuite, si ça vous semble intéressant, qu'est-ce que vous diriez de mettre ça en place de manière régulière? Et une fois que les gens ont compris l'intérêt de la chose, croyez-moi, il y a plus de freins ou quasiment plus. Voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que sinon, vous allez, comme le client dont je vous ai parlé tout à l'heure, imposer un mode de gouvernance qui, sur le papier, est génial, mais dont les gens ne veulent pas parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis et on ne leur a pas laissé le temps de réfléchir à est-ce que ce mode de fonctionnement est mieux que celui d'avant. Voilà. Et si on n'a pas pris ce temps-là, on va se coltiner pendant des années des gens qui vont freiner. Et enfin, dernière chose, je vous invite à confronter les obstructeurs. Donc les personnes qui font vraiment preuve de mauvaise foi et qui chantent tout, qui mettent en place des stratégies absolument abominables, alors parfois qu'on voit très très bien, parfois qui sont très subtiles. Vous savez, on parle beaucoup de manipulateurs, de pervers, narcissiques dans les relations de couple, mais en fait, dans les organisations, parfois, on a des comportements qui ressemblent à ça. Donc, il faut, comment dirais-je, les faire apparaître et se confronter, c'est-à-dire que la hiérarchie, en fait, ose se confronter à ces personnes-là. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y a une première méthode douce qui est de dire, le manager va confronter la personne en lui parlant directement et en lui disant: «Écoute, je vois ça, 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 moi ça ne me convient pas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de manipulation derrière ça». Ou tu vois des choses qui vont à l'encontre de la coopération, de ce que moi en tant que manager, j'ai envie d'insuffler dans le groupe. Comment tu vois les choses et comment on peut faire pour travailler main dans la main? Et si la personne en face de vous vous fait comprendre, soit avec les mots, soit avec son non-verbal, qu'elle ne veut pas travailler avec vous main dans la main, eh bien, il va falloir passer à une autre étape qui est beaucoup moins coopérative, qui est l'étape de la séparation. Et l'étape de la séparation, on ne va pas la faire n'importe comment, parce que sinon, ce serait vous qui prendriez le pouvoir. Donc, on a aussi un système coopératif pour se séparer entre personnes qui n'auraient pas forcément envie de coopérer. Voilà. C'est pas facile. Ça, c'est les moments les plus difficiles. Heureusement, c'est pas ce qui arrive le plus, hein. Mais lorsque des personnes bloquent absolument et nous empêchent d'évoluer, eh bien, moi, je vous invite à les confronter et à leur dire, en fait, à un moment donné, ça va être compliqué. Et si tu veux pas participer à l'évolution de l'entreprise, libre à toi d'aller voir ailleurs. Voilà. Et tout ça, on va le faire avec une méthode bien précise, bienveillante, coopérative, pour que la personne s'y retrouve et surtout aussi, enfin, c'est pas surtout, c'est en parallèle, que les autres collaborateurs ne voient pas une prise de pouvoir où vous virez quelqu'un de manière qui pourrait leur paraître injuste, mais où collectivement, on va se mettre d'accord sur le départ de cette personne parce que c'est plus juste pour elle, puisqu'elle ne croit pas dans notre projet, ben, voilà, qu'elle aille se rendre utile dans un autre projet. Et puis, comment dirais-je, pour que les personnes, oui, se sentent en sécurité et se disent, OK, ici, c'est la règle. Lorsque quelqu'un n'est plus en lien avec le projet, il peut partir, mais ce n'est pas le chef qui a tout pouvoir et qui peut nous virer d'un claquement de doigts. Voilà, c'était ma proposition de webinaire. J'en ai maintenant terminé. Je vous laisse ici un petit peu mon visuel avec mes coordonnées si certains d'entre vous étaient intéressés pour aller plus loin, pour parler de votre situation individuelle.